Bienvenue au cœur de la mêlée avant cette Coupe du Monde, dernière 24 heures avant la Coupe du Monde de rugby. La tension qui monte et toute l'équipe Sud Radio est là mobilisée. La radio de la Coupe du Monde de rugby est mobilisée pour vous faire vivre ce fantastique événement inédit. Une Coupe du Monde qui aura entièrement lieu en France avec le coup d'envoi donc demain de France-Nouvelle-Zélande et de cette Coupe du Monde 2023. On est tous ensemble autour de la table et on est avec Daniel. Salut Daniel Herrero, très heureux de t'avoir avec nous. La réciproque est vraie, amis de Sud Radio, je vous salue bien bas, je suis en bonne forme et je suis évidemment très affûté à l'idée que ce que nous allons avoir devant les yeux pendant 3 semaines, enfin pendant 7 semaines, mais essentiellement demain soir, me réjouit et nous met dans un état de fébrilité absolue. Fébrilité. On va passer 1 heure avec toi Daniel, avant de passer un peu plus demain d'heures avec toi. Moi ça me qu'on aura tout le match à faire. Hein. Oui, exactement. Et là on va parler de rugby. Vous allez parler de rugby avec nous, avec Daniel, jusqu'à 21h avant de passer sur le grand match de Pro D2 Brive-Aix. Vos questions au 0826 300 300 et sur Twitch aussi en direct avec vous sur la chaîne Sud Radio. Avant d'attaquer cette mêlée, puisqu'on est au cœur de la mêlée, on va parler un tout petit peu de Pro D2. Sud Radio Rugby. Le tour des stades. Le tour des stades de cette 4e journée de Pro D2. Vannes, Montauban, Antoine Mazer. Match intéressant, très important. Ouais, 30e minute de jeu entre Vannes et Montauban. Ce sont les Vannetais qui mènent 13-0 avec notamment un grand Maxime Lafage qui réalise un très beau match. Donc les Vannetais qui mènent 13-0 face à l'équipe montalbanaise. Angoulême, Dax, Adrien Abadi. 10-9 pour Angoulême face à Dax. On joue la 33e minute. Angoulême qui est d'ailleurs auteur du seul essai du match. Voilà, 10-9 pour Angoulême face à Dax. 33e minute de jeu. Lucien Gasparac, Mont-de-Marsan, Béziers. 31e minute de jeu et 13 pour Mont-de-Marsan, 3 pour Béziers. Colomiers, Aurillac. Et 6 pour Aurillac qui se déplace sur le terrain de Colomiers, 0 pour Colomiers à la 28e minute de jeu. Nevers, Valence, Romand. Et 14-0 pour Nevers à la 27e minute de jeu. Et puis le match qui avait commencé à 19h entre Rouen et Agen, 7-10 en faveur des Lot-et-Garonnais sur la pelouse normande. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Vous êtes au cœur de la mêlée de Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Et on est là pour parler de rugby. Mais pour parler de tous les rugby, de tout ce qui compose le rugby, de cette fébrilité qui nous habite là, maintenant, à 24 heures du coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Daniel, en préambule, cette excitation, tu l'as déjà ressentie, toi Daniel, de cette Coupe du Monde qui arrive, qui approche, de nous, de ce qu'on va vivre. C'est pas la première Coupe du Monde que tu fais, loin de là, j'ai l'impression, Daniel, mais elle est en France, celle-ci. Elle est entièrement en France. Oui, cette remarque est juste. J'ai le privilège d'avoir vécu toutes les Coupes du Monde sans exception depuis 1987, la première donc sur la terre néo-zélandaise. Une seule, je n'étais pas sur place, mais je l'ai vécu assez intensément en commentant les matchs, celle de 2011. Voilà, donc je me suis à la fois buriné, inspiré à travers le temps de cet événement. Je l'ai vu prendre importance, je l'ai vu prendre saveur, je l'ai vu prendre considération l'événement de la Coupe du Monde, ce grand forum international qui a lieu tous les 4 ans. On a vu à travers les Coupes du Monde la fin de la grande aventure du rugby amateur du 19e et du 20e siècle qui est arrivé à terme dans les années 1995 avec la première Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il y en avait donc 2 ou 3 qui portaient encore les charges affectives, émotionnelles, structurelles, même tu vois, de la tradition rugbystique autour des grandes valeurs, quoi, la convivialité et les fraternités autour du jeu. À partir de 95, ça a pris une autre tournure et depuis 2000, les Coupes du Monde nous ont proposé à chaque fois des choses intéressantes, marquant ou des évolutions ou des stagnations dans le destin du jeu de rugby. Rappelons que effectivement celle qui arrive là demain, qui nous met dans cet état peut-être un peu fébrile, ce qui veut dire qu'on n'a pas évidemment de certitude, on a des émotions un peu contradictoires, on est à la fois dans la joie, dans l'attente et en même temps un peu dans la crainte de je sais pas, essentiellement autour du rugby d'avoir des adversaires qui pourraient nous dominer. Enfin bon, il y a autour de tout ça une espèce de sensation profonde, mais précisons que, et tu le disais tout à l'heure Alex avec fermeté, c'est quand même la première fois, moi qui ai vagabondé aux 4 coins du monde pour la voir, cette Coupe du Monde, c'est la première fois qu'elle est totalement en France. On se rappelle qu'effectivement en 2007, elle avait eu lieu sur le territoire
victoire nationale. Mais bizarrement, tiens-toi bien, il y avait une poule qui était chez les Gallois. Cette poule avait aussi fait en sorte que qu'il y ait un quart de finale chez les Gallois. Ça paraissait un peu bizarre. La Coupe du Monde était totalement en France, mais un quart de finale aurait lieu au Pays de Galles. Et ben c'était le quart de finale qui avait vu la France, étrangement, non pas battre les All Blacks, mais jouer ce quart de finale loin de chez elle. Puis cette Coupe du Monde, elle nous laisse le bon goût de cette victoire française. C'était à l'étranger. Et sur la terre de France, on avait vu des belles choses, mais on avait aussi vu nos Français être battus 2 fois par les Australiens, avoir une qualité de rugby incertaine, on dira. Et elle nous laisse quand même un bon souvenir. Mais celle-là, c'est tout à la maison. Celle-là, ça fait 4 ans qu'on l'attend. Celle-là, le rugby français est en effervescence. Le rugby français est en progression. Le rugby français est dans un état moral, j'allais dire, satisfaisant. Et nous sommes non seulement très en bouche, mais il est probable qu'elle pourrait s'avérer être un grand cul et peut-être même unique, d'autant que les Coquelets pourraient être candidats. Il y a Yanis de Bordeaux qui te souhaite le bonjour, Daniel. Je lui transmets mes amitiés à cette jeune dame. Voilà, du côté de Bordeaux, et on va prendre la direction de la Grande Motte. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous les gars. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Très heureux de t'avoir avec nous Philippe. Donc de l'Hérault, la Grande Motte et le rugby, a priori c'est toute ta vie. C'est aussi un peu en termes de raccourci le nôtre. C'est aussi toute notre vie. Disons, c'est pas toute ma vie, mais en tout cas, c'est vraiment une passion que j'ai depuis toujours, depuis l'enfance. Beaucoup de respect pour Daniel Herrero, pour tout ce qu'il a fait. Moi, je suis un supporter de Toulon, donc voilà. Bon, je vois un certain nombre d'attributs respectables. Je vais vous laisser, hein, parce que je pense que là, vous avez des choses à vous dire. Vas-y, Philippe. Des grands moments, des grands souvenirs, et j'ai pu partager des moments, justement, discuter avec Daniel. C'est vraiment un type formidable dans la vie. Comme à l'écran et comme à la radio, mais en tout cas voilà, c'est une aparté. Non, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir avec cette Coupe du Monde qui arrive là. Beaucoup d'excitation aussi, beaucoup de crainte parce que on nous voit beau, on nous voit très très beau, mais c'est solide aussi en face. Et je pense que ça va pas être si simple que ce que les gens pensent. Il y a un enthousiasme des connaisseurs et des moins connaisseurs qui voient une belle équipe de France. C'est une belle équipe de France. Mais moi qui ai bien suivi notamment le Championship, les Sudaf, même les All Blacks, on les voit affaiblis, on les donne pas, comment dire, en haut des pronostics. Et il va falloir, comme on dit, se les peler, quoi. Ça va être très très solide en face. Et oui. Et je pense que même demain on risque d'être étonné. Et je veux pas faire le chat noir. J'aimerais beaucoup que l'équipe de France gagne demain, mais c'est du haut niveau, ça se joue sur pas grand chose. Il y a des équipes, moi j'ai vu les Sud-Africains par exemple, beaucoup impressionnés. Philippe, donc il y a cette attente-là, et je rejoins ce que tu dis avant de faire réagir Daniel. Il y a Kefa qui nous dit, est-ce que cette attente, cette peur, elle n'est pas due au fait que l'équipe de France a ce maillot de favori, ou en tout cas qui est capable d'aller vraiment chercher cette Coupe du Monde? Est-ce que c'est pas cette peur-là qu'on ressent, et ça rejoint aussi les propos de Philippe de la Grande Motte, Daniel? Philippe de la Grande Motte, évidemment que je salue avec affection. Il signale deux éléments qui peuvent pas forcément troubler, mais qui vont agiter l'aventure du rugby français dans ces temps-là, dans le temps de la Coupe du Monde. Et il y a incontestablement autour du 15 national, autour du rugby français dans son ensemble, mais autour du 15 national dans cette épreuve-là, il y a un courant de sympathie mais considérable. Un courant de sympathie considérable. Tu sens l'initié très proche de cette aventure-là et de ce goût-là, du goût de soutenir le 15 de France. Tu sens chez les profanes, chez les approximatifs, ceux qui aiment un peu, mais pas régulièrement. Tu sens une excitation qui est un peu anormale, un peu excessive. Et même tu sens chez des gens assez éloignés, il y a quelque chose qui se dégage et il va falloir l'analyser. Pourquoi cette équipe de France est aussi sympathique et pourquoi, à partir de la sympathie qu'elle dégage, on pourrait estimer qu'elle est candidate et qu'elle est au moins favorite. On n'aime guère le terme, mais qu'elle fait partie de ceux qui peuvent prétendre au podium, quoi, et peut-être au titre. Voilà, l'équipe de France, elle a conquis depuis maintenant 3 ans
une qualité d'ensemble presque prioritairement autour des valeurs qu'elle stimule, qu'elle impulse. L'équipe de France, elle est généreuse. Ah, ok, intéressant. Ça, oui. Intéressant. Ah, l'équipe de France, elle est très courageuse. Ah, extrêmement intéressant. Cette valeur-là est plutôt extrêmement respectable et sympathique à l'évidence. L'équipe de France, elle est sereine. Alors ça, c'est une valeur plus complexe à analyser. Ça vient d'où le fait qu'elle soit calme comme ça? Ça vient d'où que cette génération, face aux turbulences de l'événement sportif de haut niveau, elle arrive avec, alors je vais pas reprendre le mot de sérénité, mais elle arrive avec lucidité. Jamais elle ne s'est melonnée, en d'autres termes, elle ne s'est prise pour quelqu'un d'autre. Elle reste à sa place. On a la sensation qu'elle est effrayée par peu de choses. Elle n'a pas l'effroi qui peut venir d'une analyse du monde. Elle est assez sereine sur la dangerosité qui l'attend. Tu as l'impression qu'elle n'a pas peur. Ça ne va pas générer de la suffisance, ça va générer de la lucidité dans l'affrontement. Ouh, cette équipe de France, ces valeurs-là vont lui donner un incroyable courant de sympathie dans la foule. J'allais dire dans la grande masse, dans le grand nombre. Et c'est toujours le plus difficile. Et la sympathie que va éprouver le grand nombre, ça va l'amener à la permanence. La permanence depuis 2 ou 3 saisons de chaque match est une hypothèse victorieuse. Bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que tous les matchs portent l'hypothèse d'une victoire. Et l'hypothèse d'une victoire, c'est aussi l'hypothèse d'une gloriole, entre guillemets, quelque chose qui satisfait, qui donne du joie et du plaisir. Ah, l'équipe de France, elle a ça. Hop, il y a un petit bémol quand même. Et le bémol, c'est la deuxième partie de la question du collègue. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va être utile, qui va être fort, qui va être dynamisant? Tu vois, ou alors contraire quelque chose qui pourrait être un peu inhibant. Ah, ça c'est un gros sujet, personne n'a la réponse. Qui peut dire que quand on t'aime de partout... Peut-être Philippe. On va voir. Non, Philippe, j'ai bien entendu son idée. Philippe, il dit, il faudrait pas quand même que ça nous trouble, que ça nous perturbe un peu, que ça nous... Tu vois. Et après, j'entends Philippe, mais tu vas un peu y revenir. Et j'aimerais que tu me dises, Philippe, en quoi, quand on t'aime comme un fou, en quoi ça peut améliorer ton niveau de performance à l'échelle du grand nombre. Tu vois ça? Moi, j'aimerais un peu ça. Et en même temps, après, le dernier point, c'est les équipes concurrentes dont on n'est pas à l'heure actuelle certain que la France est au-dessus. Tu vois, tu l'as dit, Philippe, et je te rejoins, tu as dit, il est probable que les Irlandais sont pas loin. Il est probable que les Springboks, qu'on n'aime pas trop, parce qu'ils sont une âme destructrice féroce, tu vois, il est probable que les Springboks, quand même, sont non seulement pas très loin, peut-être à côté, peut-être même un peu au-dessus, et qui pourrait estimer que nous sommes très largement au-dessus des All Blacks, on va rencontrer demain, on en reparlera demain soir, mais enfin, ça nous étonnerait qu'il y ait des montagnes de différences techniques et stratégiques. En d'autres termes, sur le rugby produit, il y en a 3 ou 4 qui sont à peu près de notre niveau. Donc, à l'heure actuelle, le grand courant de sympathie, il génère une espérance. L'espérance, l'équipe de France est belle, elle est bien dans son cœur, elle est bien dans sa tête. Est-ce qu'elle sera bien dans son rugby? Ça nous apparaît probable. Est-ce qu'elle sera capable de produire un rugby au-dessus de ces 2 ou 3 autres équipes que l'on mettrait susceptibles d'obtenir le titre? Ah, là, j'avoue que je suis sans certitude. Et à partir de là, même pour ce qui est du pronostic de demain, je suis assez réservé. Philippe, le mot de la fin? Ouais, moi, juste pour terminer, je suis d'accord avec toi, Daniel, sur le fait que oui, cette équipe de France, on a envie de l'aimer parce que, comme tu dis, elle véhicule des belles valeurs. Il y a des joueurs qui sont vraiment sympas, qui donnent vraiment envie de les encourager. Et ça fait plaisir de voir une belle équipe de France comme ça, surtout après les années compliquées qu'on a eues il y a quelques temps. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Après, comme je te le dis et comme tu le sais, je vais pas t'apprendre dans le rugby, mais le rugby, c'est 15 types sur un terrain face à 15 types. Et moi, sincèrement, je pense qu'il ne faut pas trop s'enflammer. J'aime pas trop ce maillot de favori qu'on nous donne un petit peu. Ouais. J'ai peur que ça nous porte le chat noir. Et j'aimerais vraiment me tromper. Mais honnêtement, on verra. Mais honnêtement, je suis derrière l'équipe de France, comme tous les Français. Mais j'ai peur que la réalité nous rattrape un peu. Notamment, j'ai très peur des Sudaf. Eh oui, on a tous un petit peu peur. Non, le risque serait, Philippe, le risque serait que les Français se surjouent, se surestiment, quoi, tu vois, on t'aime tellement que tu finis par te croire beau, te croire franchement bon et peut-être même te croire invincible. Ça serait une stupidité pas possible. Il pourrait y avoir aussi le fait qu'on t'aime tellement, on est tellement derrière toi, on est tellement fidèle avec toi que ça te met une pression de performance et de résultat et que ça trouble un peu ton potentiel jeu. Je ne crois guère. Je pense qu'il y a une telle série
sérénité d'ensemble que le fait que dans les tribunes, sur le terrain, aux quatre coins du pays, il y ait énormément de monde qui soutiennent ce 15 de France, je pense quand même que c'est un attribut libérateur. Même. Exactement. Merci beaucoup Philippe d'avoir appelé le 0826 300 300 et vous pouvez interagir avec nous aussi sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. On fait un point sur la Pro D2. Sud Radio Rugby, le tour des stades. Antoine Mazer, Vannes Montauban. Vannes mène 20-0 face à Montauban et c'est la mi-temps. Adrien Badi, Angoulême Dax. C'est la mi-temps entre Angoulême et Dax, 10-9 pour Angoulême. Mont-de-Marsan, Béziers, Lucien Gasparac. C'est bientôt la mi-temps, 16 pour Mont-de-Marsan, 3 pour Béziers. Colomiers-Aurillac. 11 pour Aurillac, 0 pour Colomiers à la mi-temps. Nevers, Valence, Romans. C'est bientôt la mi-temps, 14 pour Nevers, 5 pour Valence Romans. Et puis le match a commencé à 19h. Rouen, Agen, 7-22 en faveur des Lot-et-Garonnais en Normandie. A tout de suite sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Vous êtes au cœur de la mêlée avec Daniel Herrero et vous au 0826 300 300 et sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. Toutes vos questions pour Daniel Herrero pour parler rugby ensemble. Et on va directement, dans le Gers, accueillir Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Sud Radio, la radio du rugby de la passion ovale. Bonsoir Vincent, bonsoir. Bravo Vincent, ça c'est une très très belle entrée en matière. Et on rejoint aussi, alors c'est pas un auditeur, c'est un invité, Emmanuel Arinordoki qui est avec nous. Et Emmanuel, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ciao, très heureux de vous avoir, Emmanuel, sur Sud Radio avec Daniel Herrero pour parler un petit peu de rugby, puis aussi pour parler de Gueule du rugby. Gueule du rugby, le tome 4, les préventes, c'est dans quelques heures maintenant, dans moins de 6 heures. Vous aviez été passionnant dans le tome 2, Emmanuel Arinordoki, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, 82 sélections, 13 essais, des titres un peu à l'appel quand même, 4 tournois des destinations, une carrière extraordinaire, Emmanuel, et un souvenir aussi, alors pas forcément toujours un bon souvenir, c'est 2011, mais vos mots sont tellement beaux dans le document de Gueule de rugby qu'on voulait d'ailleurs vous le proposer. On écoute Emmanuel Arinordoki. Moi je me souviens d'une mêlée où c'est 30 mètres en face des poteaux, donc je suis en numéro 8, je ballonne dans les pieds, on avance, donc je me suis dit l'arbitre va donner pénalité, je me souviens, donc c'était Joubert qui me dit jouez là, play on, il nous gueule de la jouer parce qu'il n'allait pas nous donner pénalité quoi. Donc on la joue, il y a d'autres actions, hein. Je me souviens de Jérôme Quénaud qui est à genoux devant moi dans un regroupement, il prend le ballon comme ça dans les mains, l'arbitre lui dit non, il faut pas la prendre, il repose le ballon, voilà, c'est peut-être pas aussi flagrant mais il fait le geste quoi, et l'arbitre il tend même pas le bras, bon voilà, après il fallait être plus fort. Il fallait un plus fort. C'était en 2011. Des souvenirs forcément douloureux, Emmanuel. Et je reprends aussi cette phrase auprès d'Actu Rugby. Pendant l'hymne en 2007, on était blanc comme des cachets d'aspirine. Cette pression que vous aviez vécue en 2007, qu'est-ce qui va empêcher les Bleus de la vivre demain, Emmanuel ? Justement, de ne pas rééditer les erreurs du passé. Je pense qu'ils sont servis des multiples expériences des différentes équipes de France lors des dernières Coupes du Monde, justement. Et certainement l'expérience de ce match d'ouverture manquait en 2007, puisque nous, on avait fait notre préparation en vase clos. On ne s'était pas du tout immergé dans le bain de foule. On n'avait pas du tout vu l'effervescence, tout l'engouement, la ferveur qu'il y avait autour de l'équipe. Ça nous a sauté au visage le jour du premier match. Quand on partait au stade, on a vu des centaines de motos nous suivre. Il y a un hélicoptère qui était au-dessus du bus. On a vu tous les drapeaux, toute l'attente qu'il y avait. Et finalement, ça a été une pression qui nous a écrasés plutôt que de nous porter. Et c'est pour ça que je dis que quand on regarde les lignes, on était blancs comme des cachets d'aspirine. Et je pense que c'est pour ça qu'on est passé à côté de ce match d'ouverture. Voilà, en plus sur une action, au début de match, on doit marquer, on prend un contre et c'est contre nous. Donc voilà, je pense qu'on a tous été inhibés un peu par l'enjeu. Et finalement, il a fallu ce match perdu pour lancer vraiment notre compétition, cette Coupe du Monde en France. Et c'est à partir de là qu'on est vraiment devenu acteur de cette Coupe du Monde. Daniel, ces mots sont quand même précieux d'Emmanuel sur l'engouement qu'ils ont pris en pleine face en 2007 parce qu'ils avaient été coupés du monde par le staff de l'équipe de France. Là, on a quand même choisi l'inverse. On a justement évité de rester à Marcoussis et on a ouvert les vannes aux supporters, à Rueil-Malmaison pour être proche des supporters. C'est l'expérience du passé.
Oui, sans aucun doute, l'expérience du passé. Il y a aujourd'hui dans le staff, notamment du 15 national, des joueurs ou des gens, je pense à évidemment Raphaël essentiellement, mais qui ont été proches de l'aventure de 2007 et qui pourraient en tirer quelques conclusions ou quelques expériences majeures. Je retiens d'abord, je salue à l'évidence le seigneur de l'aventure rugbyistique des temps contemporains, qui est Imanol Arinaldo. Sa route, sa carrière, ses coupes du monde attestent à la fois un haut niveau, et il est un prototype de rugbyman qui a marqué un peu notre temps, quoi. Voilà. Après, là derrière, il y a deux choses. La première chose, c'est pourquoi on perd, par exemple, en 2011, alors qu'on fait une coupe du monde absolument catastrophique, presque piteuse, tu vois, en 2011. Ouais, on est indécent en 2011. Honnêtement, sur l'attitude, sur le comportement, dans le regard des hommes et dans la maîtrise du jeu, vraiment. Et je me souviens avoir, après la victoire contre les Gallois en demi-finale, avoir écrit un article, peu importe où, mais en disant, je crois qu'il ne faut pas y aller. Nous avons produit un rugby si bas. Et pourtant. Mais nous avons produit un rugby si bas, presque indécent. La victoire, notre victoire ne ressemble pas à un chapardage, mais elle en a quelque part un peu l'allure, pour ne pas dire un hold-up. Enfin, bon, peu importe, et je dis quand même, on peut y aller malgré tout, jouer la finale, parce que on a volé personne, et puis c'est pas nous qui avons fait le plaquage cathédral sur Vincent Clerc, et c'est pas nous qui nous appelons Sam Warburton. Enfin, bon, peu importe. Mais bon, nous étions pas bons, et là, nous sommes allés en finale, et c'est presque un miracle. Et à partir de là, la finale, elle va avoir un relief totalement inattendu. C'est impensable qu'on arrive à produire dans un événement de ce genre, après 6 semaines, tu vois, d'errance rugbyistique sur des terrains du monde, qu'on arrive à produire une finale de ce genre. Et c'est vrai qu'il y a l'auréole, je l'aime pas trop, je l'avoue, mais elle est incontestable. Et Imanol, quand même, qui avait le nez dans le cœur de l'aventure, qui avait le corps et la couenne, tu vois, lacéré par la rudesse du match, et en même temps qui était dans la considération objective de ce que c'était ce match. C'était une finale de la Coupe du Monde. Lui, il le savait, Imanol. C'était une finale en Nouvelle-Zélande. Il le savait aussi. C'était une finale qui venait 4 ans après la défaite des All Blacks contre les Français en 2007 à Cardiff. Tout ce contexte-là. Et c'est vrai qu'il y a une zone qui est extrêmement difficile à analyser et extrêmement pénible en même temps. Parce qu'on peut supposer que l'arbitre n'a pas été objectif, qu'il a peut-être été injuste. S'il le fait en toute conscience, ça deviendrait très équivoque. Et s'il le fait de façon partiale, ça deviendrait suspect. Il mériterait la pendaison. À partir de là, il reste autour de ça. Et je cautionne pas. Mais je cautionne quand même que dans la fragilité du cœur de cet arbitre-là, il y a le regard de Mako qui lui fait comprendre que une petite faute bénigne pourrait amener un pays dans son ensemble et une culture, celle des Néo-Zélandais, vers les ténèbres, ce qui serait suspect. Bon, voilà. Et après, alors, il y a, juste pour finir, mais en un mot, après, je pense que Vincent va nous prendre le relais. Oui. Vincent, il faut que tu nous donnes ton opinion. Mais 2007, après la pause, 2007, comment on se prépare en 2007 ? Mais on ne peut pas ignorer 2007. Il faut faire attention, Emmanuel, mais on n'est pas sur le vieillissant, mais on a quand même arrivé avec une grande maturité de 2007, je pense. En 2007, oui. Ouais, 2007. Cette Coupe du Monde où, tu faisais référence tout à l'heure à une préparation à la fois angoissante et une découverte d'un support populaire qu'on ne suspectait pas parce qu'on avait été un peu coupé du monde. 2007, quand même, il y a l'interrogation majeure, c'est comment l'expérience acquise par ce 15 de France, titulaire d'un grand bout de route, comment, à l'ouverture de la Coupe du Monde chez lui, a-t-il pu avoir un tel comportement, je dirais, anormalement concentré sur la force de l'événement, quoi. On rentre contre l'Argentine, tu vois, au match d'ouverture, comme si on était perturbé par des diableries infantiles d'un coach qui n'est pas à sa place, d'un joueur qui n'aurait pas dû jouer mais qui joue parce qu'il est un peu blessé, d'une préparation psychologique faisant référence à Guy Moquet, dont on a dans le contexte qui est le nôtre à ce moment-là, qui n'a rien à voir, où le choc émotionnel est manqué totalement. Comment avait le potentiel expérience? Et mon angoisse, tu veux que je te dise, c'est que l'équipe d'aujourd'hui, a priori, elle n'a pas ces paramètres-là, elle n'a pas ces troubles autour d'elle. A priori. Voilà. Je pense donc qu'on n'aura pas besoin d'une grande expérience pour faire fi des balourdises des temps passés. Emmanuel, je vous invite à rester avec nous 2-3 minutes après la pause parce que ça mérite quand même de faire un peu l'analogie avec ce qui s'est passé en 2007. À tout de suite.
Avec Daniel Herrero au cœur de la mêlée, avec Imanol Arinordoki, 2 troisième ligne. Ça fait quand même, ça commence à être intéressant quand même en termes de composition d'équipe. On est en direct sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby avec vous au 0826 300 300. Venez poser vos questions à Daniel, venez parler rugby avec nous, avec vous aussi sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. On parlait de 2007, Imanol, de cette préparation 2007, de ce qui s'est passé, de cette découverte, de l'engouement. Et du coup, cette question qui nous vient aujourd'hui en 2023, est-ce que, Imanol, vous pensez que cette équipe de France est mieux préparée ? Mais d'abord, je voudrais remercier Daniel parce que je bois toujours tes paroles, donc c'est un plaisir de t'avoir. Ensuite, pour revenir à ta question, je pense qu'on est dans une toute autre époque. Et j'ai envie de dire que la dernière Coupe du Monde, on ne maîtrisait rien. Et c'est la première fois qu'on maîtrise une Coupe du Monde, qu'on la prépare depuis 4 ans. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du rugby. Juste. On a toujours préparé, moi j'ai joué 3 Coupes du Monde, on les a toujours préparées 2 mois avant, pendant la préparation. Il n'y a jamais eu de préparation, d'écoute, d'entente avec les clubs pour que les joueurs soient mis à disposition de l'équipe de France, qu'on crée vraiment un groupe avec une expérience collective forte. Nous, on changeait de joueurs, on changeait de charnière, c'était toujours la révolution. Même si on mettait toujours la politique de l'homme en forme du moment qui était sélectionné. Voilà, aujourd'hui, c'est une toute autre aventure. Ça fait 4 ans qu'il y a des joueurs, un groupe, et beaucoup de joueurs d'ailleurs auxquels on a fait appel, et qui sont mis aussi, qui ont su se mettre au niveau international et même à un très très bon niveau quand on a fait appel à eux. Donc on a un réservoir important. On a des joueurs qui travaillent ensemble depuis 4 ans, avec des résultats, avec à nouveau une ferveur, un engouement, une attente autour de cette équipe de France. Et je crois que voilà, rien n'a été laissé au hasard dans la préparation. Maintenant, c'est sûr que ça reste une compétition, ça reste du sport. Il y aura des aléas, il y aura des choses compliquées à gérer, mais on sent vraiment aussi les joueurs dans leur approche, dans leur maturité. Ils restent aussi très humbles. Et on a l'impression que rien ne peut les atteindre. Donc, on les a vus. Hein. Il y a quelques matchs qu'ils ont perdus dernièrement, que ce soit en Écosse, que ce soit le tournoi dernier, où ils ont su tirer les enseignements aussi de ces défaites. Ils travaillent aussi tous les scénarios à l'entraînement. On a l'impression que jusqu'à la dernière minute, ils sont capables de marquer un essai pour renverser le match. Donc, voilà, aujourd'hui, ils ont les armes pour aller au bout. Donc, pour rebondir par rapport même à 2011, voilà, on ne maîtrisait rien, on a fini à 1 point. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, en maîtrisant tout, on a peut-être un peu plus de chance de finir avec 1 point de plus. On va du côté du Gers. Imanol reste avec nous. Vincent, après donc avoir écouté Imanol et Daniel, est-ce que tu partages cette idée-là que cette équipe de France est mieux préparée ? Elle a un calendrier peut-être un peu plus, des conditions en tout cas optimales pour cette préparation, et des gens qui sont dans le staff et aussi sur le terrain qui mettent à profit ces conditions optimales. Vincent ? Écoute, d'abord, je suis vraiment hyper intimidé et je me sens comme un privilégié de pouvoir discuter avec 2 personnes que j'admire, qui me vendent du rêve. Daniel, d'un côté, le pirate, le gourou de la rade. De l'autre côté, Imanol, le contrebandier galactique, magnifique, qui a fait tellement rêver. Pour revenir à ta question, oui, j'ai l'impression que l'équipe de France, depuis 4 ans, on va dire, depuis l'arrivée de Christophe Galtier, est devenue une vraie machine à gagner, puisqu'on a battu toutes les nations, on est vraiment ponctuel au rendez-vous, les voyants sont au vert. On a l'impression qu'ils ont le but de la victoire en eux. Comme dit Manon, il n'est pas dit que jamais, même s'ils perdent, ils savent qu'à la fin, ils peuvent sur une occasion renverser la aussi table. Parce que derrière, le travail est bien fait pour les mettre dans ces conditions-là aussi, Vincent. Ah oui, tout à fait. Pour moi, c'est un ensemble en effet de facteurs. C'est les joueurs, c'est le staff. Rien n'est laissé au hasard. On a vraiment des experts qui les accompagnent. Et même, tu vois, un changement aussi notoire, pour moi, c'est les supporters, notamment le Stade de France. Oui. Qui auparavant était d'une tristesse infinie. Et là, depuis quelques temps, c'est quasiment une boîte de nuit, une ambiance de feu. Et même, ça impressionne les adversaires qui disent, mais on est tombé où là ? Et on sent que ça a un impact vraiment sur les joueurs. Les Français, ça les transcende. Et les adversaires, ça les impressionne. Et on sent que vraiment, ça s'est métamorphosé autant les joueurs sur le terrain, le staff, que le public, l'environnement, tout est favorable, tout est réuni pour aller vraiment loin dans la compétition. Vincent, Daniel souhaite a priori donc rebondir sur cet engouement du public, mais d'abord on écoute Cameron Wauquiez. Écoutez, lui il a tout à fait conscience de cet engouement, il était au micro d'Antoine Mazère aujourd'hui.
On voit que ça prend pas mal d'ampleur, on voit qu'il y a un engouement autour de l'équipe de France. Donc non, honnêtement, on est super content de ça. On sait qu'on est soutenu et accompagné, donc ça nous fait énormément plaisir et ça nous aide aussi à notre performance, à forcément pas décevoir nos familles et le public français. Donc non, on voit que l'événement arrive très vite, c'est déjà demain, donc non, il faut, comme je l'ai dit, profiter de chaque moment, se servir de tout ça pour faire une belle performance demain. Daniel, cet engouement, c'est vrai que ce Stade de France, il porte son nom aujourd'hui, vraiment. Ah oui, ça c'est assez beau, Alex. C'est-à-dire que nous sommes là, sans doute, dans la grande maison du pays, dans l'antre le plus resplendissant. Tu vois, il y a beaucoup de beaux stades en France, hein, et notamment des stades de rugby, avec des vieilles cultures patinées par le camphre, la chaleur des anciens, et même la beauté des lieux. Hein, on pense, oui, presque tous. Hein. Presque tous nos stades de France sont jolis. Mais ce stade de France, il a, alors que je le dise quand même, et c'est une petite modestie, j'ai été jury pour en donner le nom. Tu vois, en 97, il était baptisé officiellement, après en 97-98 pour la Coupe du Monde de rugby. Et tu étais pour ce nom ? Alors, on a étudié 900 noms pour donner le nom de Stade de France. 950 noms. On y restait 3 jours à travailler très intensément. Une équipe dans laquelle il y avait des gens de la société dite civile qui n'étaient pas forcément des sportifs, et 3 ou 4 qui étaient des sportifs, essentiellement rugbymen et footballeurs. Voilà. Et le jury en était Bernard Pivot, le président du jury. Bon, voilà, nous avons et arriver à sortir Stade de France, ça a été un très très gros match. Tu vois, c'est-à-dire un lieu qui représenterait à lui tout seul l'Hexagone, qui représenterait à lui tout seul notre histoire, notre culture, je sais pas moi, tu vois, de Vercingétorix à je sais pas, à Jean Moulin, tu vois, qui porterait à la fois notre culture, notre goût du bordel et en même temps notre application volontaire dans le combat, tu vois, notre désir de ne jamais baisser les yeux nulle part, mais en même temps de nous battre avec ou d'être des aventuriers de l'aventure sportive avec l'élégance de la culture française. Si on le baptise comme ça, tu vois, et au bout du compte, on a décidé de l'appeler Stade de France. À partir de là, il devient le lieu, l'encre. Il reste qu'il est à un carrefour autoroutier. Tu vois, il est à Saint-Denis. Et ouais, il est à une encablure. Il est pas loin, il est à portée de main, avec une bécane, tu y arrives. Mais enfin, quand même, son périmètre ne respire pas. On en a beau nous dire que Saint-Denis, c'était la grande plaine des rois, tu vois, et il y a une grande histoire autour de la royauté dans cette grande plaine-là, mais autour des rois de France. Bon, on sait qu'ils y sont entassés à la chapelle, mais en même temps, pour que ce lieu devienne l'antre majeur de l'élite sportive française, c'était pas une évidence. Et va-t-en voir que pendant longtemps, il n'a pas trouvé la grande identité. Et même en 98, avec nos footballeurs, un petit peu quand même. En rugby, difficile. Et il s'est vite dégagé une idée que dans ce lieu-là, il y a une telle excellence des supporters, il y a une telle excellence de la grande foule qui vient soutenir le rugby, que quand le terrain pleure, la tribune ne dit rien. Quand le terrain est maigre, radin, épingre, étriqué, sans jovialité, la tribune accompagne décemment. On a eu peu de joie collective dans la tribune du Stade de France. Va-t-en voir que depuis 2 ou 3 ans, elle exulte. Quand le terrain chante de belles valeurs, quand le terrain se présente bien, quand le coq est ardent, je dirais, tu vois, qu'il est susceptible d'aucun reproche dans aucun comportement du jeu, sinon le talent. Tu vois, sinon le talent. Bien sûr. Voilà. Mais et Saint-Denis chante. Le terrain danse un peu et la tribune chante. Donc il y a une espèce d'osmose là. Ce qui fait que je pense que la tribune rugbyistique, dans les temps moments, est très redevable. Dans son évolution, dans son intelligence et dans son soutien, elle est très redevable de ce que présente l'exemplaire joueur de rugby. Le Stade de France, ambiance nouvelle. Merci beaucoup Imanol d'avoir été avec nous. Très heureux de t'avoir eu, Imanol. Et très belle Coupe du Monde. Ah mais oui, très belle Coupe du Monde, évidemment, sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, et aussi avec toi et avec les gueules du rugby, puisque le 4e tome est en prévente dans quelques heures désormais pour ce jour exceptionnel demain du lancement de la Coupe du Monde de rugby. Merci Vincent d'avoir été ciao Vincent, à très bientôt. Merci Vincent d'avoir été avec nous. Ton pronostic, Vincent?
Pour demain, ouais. Dis-moi. allez, on va être sur une victoire française, même si c'est pas pour moi le match le plus important. Pour moi, c'est le quart qui sera décisif pour la suite. Et on est d'accord là-dessus. Mais le tempo. Récupérer, oui, dynamique, mais bon, si demain on gagne et qu'on se blesse, qu'on perd encore quelques joueurs, la victoire à la Pyrrhus, pour moi, c'est le quart. Le plus important, c'est le quart. Le plus important, c'est le quart pour toi, donc, Vincent. On va du Gers vers Sanary-sur-Mer. Oh, tu connais, Daniel. Ça sent le pays. Bonsoir, Théo. Bonsoir, vous m'entendez? On vous entend très bien, Théo. Très très heureux de t'avoir sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Une question, quel jeu pour cette Coupe du Monde de rugby, Théo? Qu'est-ce qu'on va avoir sur le terrain? Quel va être le grand principe de jeu? Depuis des années, on entend dépossession, repossession, possession désormais. Qu'est-ce que tu attends de voir comme jeu? Qu'est-ce que tu pronostiques comme jeu sur le terrain dès demain soir? Je pense que ça va être un jeu basé sur la vitesse, avec un jeu notamment de dépossession, avec des rugs rapides, très rapides. On peut attendre de Madjalibert qui casse le rythme de l'adversaire sur des ballons de récupération. On attend aussi de Antoine Dupont qui enflamme le jeu. Voilà. Tout ça. Donc un jeu fait de rupture en termes de rythme et un jeu avec à la fois des temps lents appuyés puis des temps rapides là aussi appuyés. Ce jeu aux extrêmes, est-ce que tu es d'accord vers ça, Daniel? Est-ce que tu penses qu'on va avoir ça? Alors c'est un peu le jeu des pronostics, c'est pas facile. Oui, voilà, c'est le jeu des hypothèses. Mais bon, il y a là Théo, il dit le premier mot qui lui vient, il dit je pense. Peut-être pour le 15 de France ou peut-être pour l'ensemble de la Coupe du Monde, que la vitesse sera un paramètre à prendre en considération dans toutes les stratégies. Ça nous apparaît presque une évidence, je sais pas moi, chez les Japonais par exemple. Tu vois, où la vitesse est un élément base de leur stratégie de construction. Ça nous apparaît même une évidence pour les Écossais, qui font de la vitesse, notamment la vitesse de la circulation de la balle, et pas forcément de la vitesse de la course des hommes, mais la vitesse de la circulation de la balle, une de leurs bases stratégiques. Après, si on arrive chez les grands, les candidats, je pense aux nôtres, la vitesse est un paramètre indispensable, évident. Mais Théo, il dit, autour de la vitesse, il y aura probablement, si les ballons sortent vite, les éjections sont rapides, si l'on déplace le jeu dans les différents axes, tu vois, de l'axe profond à l'axe latéral, si tout ça se fait assez vite, il va falloir qu'il y ait des paramètres pour qu'on le fasse vite. Et parce qu'il y a des équipes qui vont pas vouloir que ça aille vite. Oui, et puis il y a des équipes qui voudraient que ça aille vite, et puis ça peut pas aller vite. Si tu n'avances jamais, tu vois, en général, c'est compliqué de faire vivre le ballon vite. En général, quand les ballons sortent à l'équilibre, il est très difficile d'aller vite sur la balle et d'aller vite dans la course quand l'adversaire est sur toi. Bon, enfin, il y a des principes ensuite tactiques qu'on verra, mais en même temps, Théo, il dit, si ça va vite, on en a 2 ou 3, et il cite évidemment Antoine Dupont et il cite même Mathieu Jalibert, qui pourraient avoir, de par leur talent individuel, tu vois, dans la construction rapide, dans le désordre potentiel, qui pourraient avoir des opportunités de briller et de mettre le 15 de France en avantage. Moi, j'avoue que bon, ça c'est pas un plan stratégique. Hein, ça c'est pas un plan stratégique. Le plan stratégique, je crois, mais qui interroge beaucoup, c'est le volume de construction que les équipes, et notamment l'équipe de France, le volume de construction que l'équipe de France est prête à déployer dans un match comme celui de demain. Qu'est-ce qu'elle va faire, quoi? Est-ce qu'elle va en faire pas mal? Beaucoup. Je crois qu'on est pour l'instant et on le retrouve à mon sens dans beaucoup d'équipes, dans les 4 ou 5 ou les 7 ou 8 même, qui occupent les potentiels, tu vois, victorieux, on dira. On trouve un schéma quand même assez classique. On joue peu ou pas du tout dans nos 40 mètres. Ça t'embête vraiment, Daniel? Non, ça m'embête pas, c'est un constat. Ça veut dire qu'il y a une partie importante du terrain sur laquelle tu décides de ne pas être dangereux sur l'adversaire. Tu ne fais simplement que te sécuriser en occupant le terrain de l'adversaire, en occupant le terrain loin, en refroidissant ta ligne, en te chauffant un peu de la ligne adverse, mais elle est loin, en ayant une approche territoriale qui se base sur la prudence, de fait. La prudence, éviter l'erreur qui serait préjudiciable quand on est dans ton camp. Bon, je trouve que c'est préjudiciable. Tu n'utilises la construction, le jeu lui-même, ce qu'il t'offre, que de façon partielle. Probablement, la France, elle sera là. Donc, le jeu de dépossession qui reste un artifice intellectuel, tu vois, qui se résume à dire, quand on a la balle dans notre camp, on joue pas, c'est trop dangereux, on va là-bas. Après, là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive dans l'entre-deux-jeux, beaucoup d'équipes, les grandes, seront dans la construction.
Et les Français, je pense. Alors la construction, ça veut dire dans l'entre-deux-jeux, de part et d'autre de la ligne centrale. Tu vois, là, c'est l'espace où on construit. Toutes les touches, on fait des choses. Toutes les mêlées, on fait des choses. Tous les renvois, on fait des choses. Même sur les pénalités, on fait des choses. D'ailleurs, on construit. C'est des choses qu'on a élaborées, qu'on a préparées, où notre fond de jeu se trouve. Et là, alors on va voir ceux qui vont plutôt jouer vers la vitesse, ceux qui vont plutôt jouer vers le défi physique et vers l'affrontement. Tu vois, là, il y a le volume de construction. Ceux qui vont essayer de tout faire. Les All Blacks, c'est sûr qu'ils vont tout faire dans l'entre-deux-jeux. Les Français, c'est pas encore très sûr. Tu vois, les Springboks, très peu. Tu vois, les Anglais, méthodiques. Tu vois, les Japonais, énormément. Les Irlandais, pas mal. Dans l'entre-deux-jeux, l'Irlandais construit. Il construit sur des cellules que l'on comprend et que l'on connaît, mais il construit. Et après, alors là, tu vas les retrouver toutes. Et tu vas voir sans doute l'espace des différences. Et après, quand on arrive près de la ligne adverse, tu as la stratégie de la construction très affinée ou alors l'euphorie. L'euphorie. Presque toutes les grandes équipes, quand elles s'approchent de là, elles deviennent stratégiquement euphoriques. C'est le climat moral. Non, c'est le climat moral qui change la stratégie du jeu. C'est pas la construction. Quand on arrive là, l'euphorie doit impérativement gagner tous les joueurs qui ont la balle ou tous les joueurs qui soutiennent le porteur du ballon. Et s'il y en a un qui se met pas dans le climat euphorique, c'est-à-dire il passe pas un peu au-delà, en tonicité, en vitesse, en rayonnement, il détonne. Et il part au frigo. Il part au frigo. Celui qui ne serait que dans un acte de raison quand on s'approche de la ligne, il part au frigo. Ce qui veut dire que dans ces zones-là, les stratégies sont approximatives. On en voit bien quelques-unes, on les reconcentre un peu, on les défie sur le pick and go, tu vois, c'est une hypothèse. Oui. Ou alors au contraire, on va vite chercher des extrémités et après une petite concentration sur un vieux molde de touche ou sur un seul pick and go. Il peut y avoir. Mais le comportement moral, c'est lui qui détermine la stratégie. Là, je pense que les Français, ils sont exceptionnels. Je pense que les Français, ils sont exceptionnels. L'embêtant, pour ne pas dire l'emmerdant, c'est qu'il y en a beaucoup d'équipes qui sont exceptionnelles quand elles arrivent dans cette zone-là. Tu vois, ce mot ce mot un peu qui définit une stratégie, une manière d'être au monde et une façon d'être potentiellement victorieux, c'est quand c'est un temps fort, on n'y passait pas à côté, quoi. Une question pour Théo. Et Théo, on t'invite à rester un petit peu après pour un petit jeu, tiens, pour aller gagner quelque chose. Et ce sera le ballon de l'équipe de France, le ballon de la Coupe du Monde de rugby. Avec le logo Sud Radio, tu affronteras dans un instant Alain de Carcassonne. Mais une question. Il y a eu une conférence de presse hier avec Ian Foster. Et une question en conférence de presse, je cite: comment appréhendez-vous l'ambiance ébouriffante qui s'annonce au Stade de France vendredi soir? Réponse de Ian Foster: quand on joue à l'extérieur, on a toujours envie de réduire le public au silence, et encore plus cette fois-ci. Es-tu embêté par cette déclaration, Théo, ou tu trouves ça de bonne guerre de la part du sélectionneur adverse, sélectionneur des All Blacks? C'est toujours un poste un peu à part quand même. Non, c'est de bonne guerre, bien évidemment que eux ils vont tout faire pour gâcher la fête. Mais oui, bien évidemment, c'est de bonne guerre et voilà, ça rajoute un peu de piment pour ce match. Daniel, c'est une réponse un peu bizarre, celle de Forster, qui dit, tu vois, il vocifère, il chantonne. C'est digne d'un sélectionneur de All Blacks, ça? Oui, parce que c'est pas pervers de fait. Tu vois, moi je vais te montrer que tu peux te calmer. Mais c'est pas non plus très noble, je te l'avoue. Mais c'est pas fondamentalement pervers. J'imagine pas Stevenson ou Graham Henry faire ça, par exemple. Moi non plus. Lui, il sait pas que le public de France va pas siffler. Il sait pas. Il sait pas qu'on est éduqué sur la tribune du pays de France dans les périodes du moment. On parle du haka notamment. Ouais. Non, on ne va pas le siffler, non. Non, il m'étonnerait. Ça serait embêtant. Ce serait embêtant, puis ça serait équivoque, puis ça serait pas légal, ça serait pas logique dans la. Non, ce qu'il faut qu'il sache, lui, il le sait sans doute. Hein. Quand un public chante, quand un terrain danse, le public chante. Moi, quand le public de France encourage le joueur de France, ça n'a rien à faire avec les All Blacks. All Blacks, faites votre vie. Nous n'avons pas d'animosité contre vous. Tu vois, un public qui siffle, un public qui insulte. Tu vois, il génère de fait plus de réactions sur l'adversaire qu'un public qui chante. Le public du Stade de France chantera pas pour embêter les All Blacks, sans doute pour encourager le 15 de France. Les All Blacks qui soient tranquilles, on leur veut pas de mal. Simplement, tout le monde va donner un peu quelque chose dans le dos du 15 de France. Quand le public chante, le terrain chante. Rapidement, Théo, qu'est-ce que tu attends des All Blacks demain? Comment de ce que tu as vu depuis maintenant quelques années, hein, sous le mandat de Ian Foster et le capitanat de Sam Cane, est-ce que cette équipe te fait peur? Est-ce que tu as une crainte à affronter les All Blacks, comme on a eu des craintes légitimes d'affronter les All Blacks durant un siècle, hein? Voilà, c'est ça.
pour être honnête, les Sud-Africains me font plus peur. Mais depuis août, oui, les All Blacks et surtout avec les frères Barrett. Et ouais, j'ai vu, ils ont eu un recycle. Mais après, évidemment, avec le petit frère Barrett en 12 qui n'est pas là. Qui sera absent, ouais, tout à fait, Jordi. Jordi Barrett, tout à fait. Il y a Munga en 10 qui fait pas de très belles perfs avec les All Blacks. On peut s'attendre à tout. Après, on se rappelle qu'en 2021, on avait gagné les All Blacks, mais si mes souvenirs sont bons, ils sortaient de 7 mois sans voir leur famille. C'était un peu compliqué pour eux. On s'attend à tout. Tout dépendra du début de match et de l'engagement des Français, mais voilà. Tout dépendra, je pense, du début de match. Alors, je vais reprendre les mots de Daniel dans le magnifique livre qu'on vous montre à l'écran. Vous pouvez le voir sur Twitch, sur la page Sud Radio. Dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes, c'est signé Daniel Herrero. Je reprends des mots, page 177, relance française. Daniel, on est sur un France All Black effectivement en 2021. Ma respiration se bloque en même temps que celle des Français. Je suis tout en postillon dans le micro de Sud Radio. Je trouvais ça sympa de commencer par ça. La chevauchée Black a démarré dans les retranchements de leur camp. Elle transperce désormais la ligne de démarcation de la défense française. Je saute quelques lignes. C'était sans compter sans Romain Ntamak, notre numéro 10 qui, au fond de son embut, assailli, chope la balle au vol. Il arrive de si loin, de Toulouse, de chez son père Émile, de notre concitoyen d'Ovalie, raffiné. Surpris, les deux All Blacks privés d'extase essayent sur Romain à la Desperados, en italique. La morsure au mollet et la mandale en plein buffet. En vain. Un demi-tour sur lui-même offre à Romain Ntamak l'immensité. Romain démarre, fort de l'accent tacite de ses coéquipiers au bord de l'évanouissement. Il s'agit là de la plus téméraire des relances, de la plus audacieuse des chevauchées qui se déroulent sous les clameurs du Stade de France, langue pendante. Les partenaires de Romain Ntamak courent en soutien. Il ne se séparera de la balle que lorsqu'il sentira dans son dos un jaminet captant le cadeau. Au micro, je suffoque. On veut ça demain, Daniel. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est le pourquoi de cette relance et pourquoi ce genre de comportement. Et pourquoi pas. Mais pourquoi on a mis 10 ans à l'avoir. C'est ce que tu dis d'ailleurs ensuite, oui. C'est même pas le drame, l'énigme est là. Mais comment on a attendu 10 ans? Et cette seule relance-là nous donne comme une espèce de percussion affective, émotionnelle. C'est la fin d'une nuit de 10 ans. Ouais, c'est la fin d'une nuit de 10 ans. Et alors, le comportement est magnifique. Il part de l'embut, il fait 100 mètres, tu vois, on doit marquer un essai sur les poteaux, on ne le marque pas, mais il y a quelque chose de splendide là derrière. Mais il y a surtout un signal. L'équipe de France peut faire ça, mais pourquoi elle ne le faisait pas avant? Elle peut faire ça. Et surtout, elle s'est autorisée à faire ça. Comme s'il y avait quelque chose qui pesait quelque part sur le cœur et sur les guibolles des Français depuis 10 ans. On n'avait pas le droit de faire ça. Il peut faire ça. C'est un signal considérable dans l'évolution du rugby français. Et moi je dis, si le panache peut revenir, si l'hypothèse du panache, même si ça ne revient pas, mais si l'hypothèse est jouable, si on te dit, collègue, si on te dit attaque, et que la première fois où tu attaques, tu tombes le ballon et tu te prends 2 emplâtres et tu fais 6 mois de frigo, évidemment que le schéma d'attaque, il va se ralentir dans la construction d'une équipe. Tu vois, et cet événement contre les All Blacks, il donne un signal considérable. Les Français peuvent jouer de partout, et notamment, et ils en sont restés là quand même, et notamment dans le secteur récupération, dans le contre, dans la contre-attaque, ou dans le contre tout court, ou simplement dans l'interception. Dans ces situations-là, non prévues par la défense, par l'attaque adverse, dans ces situations-là, les Français ont des autorisations totales. Y compris tout terrain. C'est les seuls espaces où de loin ils peuvent partir les Français sur une récupération. Sur une récupération. Voilà. Mais là j'y vois à la fois une beauté stratégique. Franchement, si les Français sont capables de faire ça, s'ils n'ont pas enterré l'idée de quel que soit le terrain dans des circonstances originales, dans les grandes zones du désordre, on peut par le talent des hommes mettre le feu chez l'adversaire. Alors là, il y a un signal que dans les cœurs ça tient. Dans les cœurs ça tient. On est plutôt à l'aise avec l'idée de sur un terrain, toutes les libertés sont possibles, même si la première, c'est de respecter ce que nous devons faire tous ensemble. Daniel, on te retrouve demain. On se retrouve demain, les collègues. Tu imagines que je vais me mettre en dimanche, que je m'habille au propre. J'ai hâte de te voir demain. Et t'as l'accréditation, tout va bien. Ouais, jusque-là, tout va bien. Je vous retrouve demain à midi de Sud Radio.